Nzambe asalanga iboye nalembi Mama apotanga alobaka boye Mwana ndima tolina kopesa Motema mosembo na baninga Bakosalisa yo na tango ya pasi Mwana yo katoli. Bonjour, salut à toutes et à tous. Nous sommes très contents de vous retrouver une fois de plus dans le dossier du jour d'aujourd'hui, votre rendez-vous quotidien sur la RTS Congo Central. Aujourd'hui, de façon exceptionnelle, nous allons célébrer un nom. Pour dire vrai, nous allons donc célébrer la personne de Kasavubu. C'est déjà, aujourd'hui nous célébrons les 53e anniversaire de la mort de Joseph Kasavubu, le tout premier président de notre pays. Pour vous en parler, nous allons ici recevoir celui qui n'est presque plus à présenter parce que d'habitude, il répond toujours à nos invitations. Lui, c'est monsieur Alphonse Loko Tchumbu. Il milite depuis longtemps pour la bonne cause de Joseph Kasavubu. Il est à la fois écrivain, mais également chef coutumier. Nous allons donc le découvrir avec son ouvrage intitulé Joseph Kasavubu et l'indépendance de la République démocratique du Congo. Encore une fois de plus, nous disons bonjour. Bonjour également à vous, messieurs Loko. Oui, bonjour, chers collègues journalistes, parce que je suis aussi journaliste indépendant. Hein, j'ai ma carte de presse. Parlez un peu fort, hein? Oui, je suis aussi journaliste, c'est-à-dire que j'ai ma carte de presse enregistrée au niveau de l'INPC. C'est-à-dire que ça ne se limite pas seulement avec la casquette d'écrivain, mais je suis aussi journaliste. Vous êtes mon collègue. Moi, je suis de la presse écrite. Chef coutumier, vous l'êtes également. Un peu de précision, vous êtes chef coutumier dans quelle partie de la province du Congo central? Oui, merci beaucoup de la question. C'est-à-dire que j'ai mon oncle qui est chef de village à Yemadi-Yanga. C'est où c'est? C'est dans le secteur de Kakomo, hein, dans le groupement Kaisitu. Alors, l'oncle est très fatigué, vraiment, il est même frappé de l'AVC. Et c'est ça qui a fait qu'il m'a désigné pour que je sois son régent. C'est-à-dire qu'une fois que Dieu l'appelle, je peux hériter son trône. Vous le faites encore comment? Non, j'ai déjà été intronisé. Ah oui, j'ai déjà été intronisé. Oui. Hein, j'ai déjà été intronisé, c'est ça. C'est comme un roi. Quand il vit encore ici, il choisit déjà un prince qui doit lui succéder. Mais en dehors de ça, nous avons aussi notre groupement, hein, où il y a le groupement Ngandabaka, à 7 km de la mission catholique Matambeng. Et c'est nous les ayants droit de ces villages-là appelés Ngandabaka, qui est le chef-lieu du groupement Baka. Voilà, merci. On va revenir de temps en temps par rapport à votre statut de chef coutumier pour un peu en savoir plus. Hein, parce que pour beaucoup de gens, ils sont étonnés de vous voir coiffer de cette façon-là. Oui. On va se poser la question, n'êtes-vous pas sorcier? La question va revenir tout à l'heure là. Revenons à la matière d'aujourd'hui. Nous célébrons les 53e anniversaire de la mort de Joseph Kasavubu. Vous tenez à cet illustre. Pourquoi tenez-vous toujours à Kasavubu? Oui, moi, je dois vous dire d'abord, collègue Bazaba, Serge Bazaba, je suis né d'un parent qui était déjà un Kasavubiste. Mon père aimait beaucoup Kasavubu. C'est vraiment, je vais appeler ça fanatique, tout ce que vous voulez là, mais il aimait beaucoup. Il me parlait de lui et dans mon jeune âge, il connaissait mes talents. Il m'a dit si un jour je pouvais écrire sur Kasavubu au cours d'un repas là. Je lui dis, mais c'est toi qui as vécu avec lui. Moi, Kasavubu, quand il a pris la destinée de ces pays-là, je n'avais que 4 mois. Hein? Et le 30 juin, je n'avais que 4 mois. Et en 65, après le coup d'état militaire de Mobutu, hein, j'avais 5 ans. Mais comment un tel devoir, hein, vous m'incitez à écrire? Non, vous devez écrire. De toute façon, j'ai vu ça comme c'était de la blague, hein, parce que c'était au cours d'un repas, bon, j'ai accepté. Mais au fil du temps, quand j'ai remarqué que Kasavubu était relégué cyniquement dans les oubliettes par les différents régimes unitaristes et lumbistes qui se sont succédés, je me suis dit, bon, maintenant il faut écrire. Et c'est ce qui me pousse à vous poser la question, qui va peut-être compléter votre réponse, qui représente cette date pour vous. Aujourd'hui, nous sommes le 24 avril, mars, je vais dire, 2022. Oui, le 24 mars 2022. Et je voulais faire allusion également à toutes les dates, oui. Le 53e anniversaire de la date commémorative de la mort du président Kasavubu.
Pour nous, Kasavubu, c'est le premier président de la République de ces pays. Et en dehors de ça, nous l'avons imprimé, nous l'avons inculqué, c'est-à-dire que nous l'avons doté du père de l'indépendance et en même temps du père de la démocratie dans ce pays. Parce que journaliste, c'est que vous devez savoir qu'à l'époque du président Kasavubu, la censure n'existait pas. Les gens étaient libres et vraiment, ils avaient. Nous allons parler de la pensée politique de Kasavubu. Oui, allons crescendo. J'aimerais quand même ici faire parler votre ouvrage. Hein. Déjà là, vous paraissez un peu pas brutal, mais un peu ça, en confirmant Kasavubu comme père de l'indépendance. Alphonse Loko Tsumbo, journaliste, écrivain, oui, la gratitude n'est pas de ce monde, mais elle constitue une véritable vertu, une valeur morale et sociale dans notre vie quotidienne. Mfumu Joseph Kasavubu a été le pionnier indubitable de l'indépendance immédiate avec son mouvement Labako. Il est le vrai père de l'indépendance tant réclamé par ses pairs. Vous l'avez dit à cette époque-là, parce que ça date un peu de quelques années cet ouvrage, avant même que les chefs de l'État Tshisekedi puissent dire comme vous, puissent proclamer également. On m'apprend que ça. Il y a des actes par rapport à ça? Oui, ça dit que nous, déjà, en 2015-2016, quand on rédigeait les livres, à l'avant-propos, on avait déjà suggéré au gouvernement congolais d'élever le président Kasavubu au rang de héros national comme tous les autres héros. Et déjà, on l'avait fait. Bien sûr, ce n'était pas facile, hein, parce que même, on était même combattu par certains individus, mais certaines personnes de mauvaise foi, pour avoir défié l'histoire. Alors, l'histoire est têtue. Nous l'avons démontré que Kasavubu, c'est le vrai père de l'indépendance avec les événements du 4 janvier 1959. Ces jours-là, vous devez savoir que le Premier ministre, c'est Lumumba. Hein, vraiment, on ne le néglige pas. C'est un grand nationaliste. Mais il était venu avec son ami Mobutu dans une mobilette pour assister au meeting que devait tenir le président Kasavubu et son mouvement Labako. Lumumba était venu juste vendre les cartes de membres de son parti, le mouvement national congolais qui était au départ jadis qu'on appelait le mouvement national catholique. Mais pourtant, Lumumba que vous présentez, c'est comme un vendeur de cartes. On dit que c'est lui, c'est grâce à lui que Kasavubu est devenu président. Non, ça dit que ça c'est... Hein, non, nous devons faire recours à la conscience historique. Nous devons nous approprier de la vraie histoire. Hein? La vraie histoire, les événements du 4 janvier 1959 qui ont débouché par des émeutes. Hein? C'était Kasavubu qui avait convoqué ces meetings-là, qui a été décommandé par l'autorité coloniale. Les gens le savent, tout historien, même le Belge, qui sont nos colonisateurs. Mais au niveau du Parlement, Kasavubu n'a pas la majorité, semble-t-il. Oui, d'accord, parce que nous étions dans un régime parlementaire, c'est très normal. Hein, nous sommes dans un régime parlementaire. C'est-à-dire que le président, rien seulement, mais tout était assumé par le Premier ministre. C'est ça. Hein? Voilà, nous vous rappelons que vous suivez dossier du jour un peu spécial aujourd'hui parce que nous célébrons un nom, mais surtout la mort de celui qui fut le tout premier président de notre pays, lui c'est Joseph Kasavubu. Ici nous recevons M. Loko, journaliste, mais également écrivain, chef coutumier, analyste culturel, vous êtes un peu beaucoup à la fois. Oui. Nous allons ici dévoiler votre livre qui est divisé en 3 chapitres, plus la conclusion. Dans la première partie, le premier chapitre, vous parlez de Benakongo. Benakongo, vous remontez encore plus loin et pourtant vous visez plus Kasavubu aussi. Y a-t-il un lien entre ces passés lointains de notre pays et Kasavubu? Oui, collègue, vous devez savoir que moi je suis analyste culturel. Un analyste culturel fait toujours recours à l'histoire. Alors, dans tous les ouvrages que j'ai écrits, je commence d'abord par l'Égypte antique parce que je suis partisan de l'Égypte antique. J'ai démontré comment le Bakongo, qui habitait l'Égypte antique, qui était majoritaire, vous verrez ça, et comment après le déclin de l'Égypte, ils se sont réunis à l'Éthiopie, et de l'Éthiopie, ils vont commencer à descendre jusqu'au Zimbabwe, et des Zimbabwe, où ils vont construire des temples appelés Zimbabwe. D'ailleurs, le mot Zimbabwe signifie temple construit en pierre. Et au fil du temps, c'était pour atteindre l'Afrique du Sud, et c'était Bakongo
ayant défié la trajectoire, vont rester là-bas et on va les appeler les Zoulous. Et au fil du temps, ils vont descendre jusqu'à l'Angola, dans le Bandundu, où même un patriarche là, de Kodupong a mis son pied sur une pierre. Il a laissé les empreintes de son pied là-bas. Ça dit que c'est ça. Et puis au fil du temps, nous avons atteint le Manyanga. C'est dans le Manyanga où le Bakongo avait laissé, c'est-à-dire qu'il avait atteint une certaine spiritualité très avancée, qu'une voix céleste s'est levée pour dire Kumanyanga, Kukondolo Masumu. Et au fil du temps, on a laissé les Manyanga pour se retrouver ici vers le pont Maréchal. Nous avons traversé. À ce moment-là, le fleuve n'avait pas encore cette dimension, jusqu'à l'atteindre la terre promise de Mbanza Congo avec Kembo, le mage Kembo Moniswa. Quand nous sommes arrivés à Mbanza Congo, qu'est-ce qui est arrivé? Le dieu Monimona Congo a laissé la sphère divine pour se fixer, c'est-à-dire qu'il s'est fixé entre la terre et le ciel, l'espace de 10 mètres. Et là où a poussé un arbre. Là, je suis un peu perdu dans ce que vous dites là. Non, c'est pour vous dire que oui. Avant de commencer l'histoire, on devait d'abord, c'est-à-dire écrire sur Kasavubu. On venait d'abord dire, c'est-à-dire parler de l'origine de Bakongo avant que les Bakongo viennent habiter la terre promise de Baza Congo d'Atiouti pour former le Congo d'Atiouti. Il faut dire que Kasavubu n'a été évoqué que vers la fin de votre ouvrage, c'est-à-dire au 3e chapitre, parce qu'il y a également le 2e qui s'est attardé sur les faits saillants de la colonisation. Oui, on a parlé des faits saillants de la colonisation parce que nous venons quand même de quelque part. Après, le royaume a été constitué et puis quelques temps après, c'était l'évasion par l'explorateur portugais qui est arrivé et puis il va emmener des missionnaires et le Portugal va commencer à gérer ces pays. Depuis des mètres, c'est-à-dire des pieds de mètres, c'est-à-dire que le Portugal avait occupé presque tout le royaume Congo et puis vers le 19e siècle, c'est-à-dire que nous sommes avec la conférence de Berlin qui va avoir lieu à Berlin. On va partager l'Afrique et nous, les Bakongo, on va se retrouver dans 3 pays, les Congo belges, les Congo Angola, les Congo Brazzaville et ainsi que les Gabon là. Vous voyez ce que ça fait. Alors, cette histoire-là, les gens doivent le connaître. Quand on a commencé le 1er juillet en 1980 à vivre, l'État indépendant du Congo n'était constitué que des Bakongo. C'est au fil du temps, avec la pression, avec la force des armes, que le pôle 2 va commencer à annexer les autres provinces. Mais déjà dans ce deuxième chapitre, vous commencez à parler de l'éveil Congo, c'est-à-dire vous faites allusion à Panda Farnana, à Simo Kimbangu, c'est pour annoncer un autre homme éveillé, c'est Kasavubu. Oui, c'est-à-dire qu'on a d'abord commencé par énoncer par exemple la grande prophétesse que les autres appellent Kipa Vita, les autres l'appellent Yaya Vita Kipa. C'est parce que c'est elle qui va d'abord commencer à dénoncer les exercices déjà à l'époque là où le Portugal est rien en maître absolu dans l'Empire Congo. Et on a tiré un exemple parce qu'elle fait partie de ce qu'on appelle un modèle du leadership féminin. Et d'ailleurs, sans vous interrompre, j'ai écrit encore un autre ouvrage dédié à Vita Kipa, modèle du leadership féminin, pour montrer aussi que non, la gestion, l'apanage, l'héroïsme n'appartient pas seulement aux hommes. Voilà. Puisque nous parlons aujourd'hui de Joseph Kasavubu, j'aimerais qu'on aille droit au but, c'est-à-dire parlons directement de Kasavubu. Et parce que plus loin, vous parlez de sa biographie. Et est-ce que c'était une nécessité? Parce que tout le monde connaît quand même les origines de Kasavubu. Mais vous, si il faut bien lire ce que vous avez écrit ici, oui. Vous dites qu'il y a des controverses à propos de Kasavubu sur son origine. Pourquoi affirmer cela? Oui, non, ça dit que oui, c'est très normal. On est écrivain, on est journaliste, d'investigation. Non, nous avons démontré que non, il y a une controverse autour de sa date de naissance. D'autres nous ont suggéré une date de naissance là, mais nous avons... Il y a la date donnée par l'Église, il y a la date donnée par ses enfants. Et il y a toute une confusion là. Oui. Néanmoins, il est né. Oui, il est né.
l'aîné d'un père et d'une mère. Mais on dit que Kasavubu serait quand même aurait des origines un peu très mystérieuses parce que il était d'un teint brun, oui. Ce qui aimait ça fait émettre des doutes. Hein. Il serait né d'un papa chinois ou d'un parent chinois parce qu'en regardant ses yeux, il était brun, des yeux un peu petits là. Est-ce que vous confirmez cela ou bien c'est pas vrai? Non, Kasavubu, quand vous lisez mon livre dans sa biographie, lisez ça, vous verrez que Kasavubu a un père et une mère là. D'abord, son vrai nom c'est Kasavubu, que les missionnaires ont déformé en disant c'est Kasavubu. Mais sinon, son propre nom c'est Kasa. Kasa, c'est une sorte de feuillage comme ça. Oui, c'est une plante là, médicinale chez nous. Parfois, c'était pour détecter les sorciers, tout ce que vous voulez là. C'est dans les Mayom, les gens le savent. Voilà, vous écrivez ceci d'ailleurs. En effet, Joseph Kasavubu est né dans les villages partenaires de Kinkoumadizi, groupement Dizi, secteur de Boulanakou, dans les territoires de Tchela, et puis ex-sud du Bas-Fleuve, province du Congo central, en 1917. Oui. C'est la date retenue par vous, oui. Fils de Mvubu Tsikou, et puis de Mavungu Matoubi, originaire du village de Lukamba, Mbemba, groupement Singini, secteur de Lubolo, dans les territoires de Kesson-Père, de Kesson-Marie. Dans le même territoire que son mari. Oui. Il est le 8e d'une famille de 9 enfants. Oui, oui. C'est ça. Je confirme ça parce que, collègue, j'ai fait des recherches. Je suis allé. Mais d'où est venu son teint brun comme ça? Unique parmi ses frères. Ah, bon, là, je risque de vous dire de ce qui est Kasavubu dans les incarnations passées. Kasavubu dans les incarnations passées, c'était Mvemba Nzinga. Il a régné en Banza Congo. Il était le fils de Nzingakou. Qu'est-ce qui vous fait dire ça? Oh, j'ai mené des investigations. Je suis allé même en Banzako, Modiantotila, et j'étais même dans les cimetières de Kolumbimbi. Je suis allé même à Nzeto, à l'océan. C'est-à-dire que j'ai mené des recherches ici à Kasavubu. J'ai mené des recherches ici à Avitakipa. Je suis un chercheur. Mais souvent, quand on donne le nom de Mvemba à un garçon dans l'ancien royaume Congo, c'est souvent un garçon brun. C'est ça. Alors, Kasavubu est né brun, c'est très normal. C'est l'état qu'il a hérité de ses parents. C'est très normal. Et puis loin, vous écrivez à propos de sa vie familiale. Notons que Joseph Kasavubu fut marié à Madame Hortense Ngoma Masunda, ressortissant des Sioni, oui. Près de la mission catholique de Kangou, laquelle union conjugale a engendré 9 enfants, dont 5 filles et 4 garçons. Oui. Arrêtons d'abord là. On ne sent pas les enfants de Kasavubu. Oui, ça dit que ça c'est la sphère d'intimité familiale. On ne sait pas trop entrer là-bas, mais de toute façon, ils sont quelque peu divisés. Je m'excuse de l'expression, j'ai arrêté la parole, mais ils sont vraiment soudés à le voir. Parce qu'on a observé, on observe même à distance. Vous verrez, telle fille prend une position, l'autre s'oppose, voilà ce que ça fait. Bon, ça c'est pas de la trempe de Kasavubu. C'est pas de la trempe de Kasavubu. Ça c'est la sphère d'intimité de leur famille. Il appartient à cette famille-là avec les Kazi ou les Tatale qui les réconcilient les enfants. Vous, en tant que chef coutumier, parce que vous l'êtes déjà d'ailleurs, quel rôle jouez-vous entre vous, chef coutumier, pour ressusciter ces noms? Pas en solo, mais en groupe. Non, c'est-à-dire qu'on a mené des investigations, on a mené des recherches, et nous avons voulu ce qu'on appelle, on dit à Kikongo, parce que c'est-à-dire que c'est comme, voyez, quand quelqu'un est triste, ouais, il fait comme ça. Mais quand vous relevez sa tête, il serait mécontent là où il est. Ah oui, mais il y a un lien énergétique et vital entre l'homme et ses ancêtres. Mais le président l'a proclamé quand même héros. Non, ça il faut qu'on d'abord nous disons merci et nous sommes très reconnaissants à son excellence, le président Tshisekedi, qui l'a élevé au rang de héros national et jusqu'à le reconnaître qu'il est le père de l'indépendance, ce que les autres n'ont pas pu faire. Ça, il faut bravo à Mbouta Tshisekedi, son excellence, monsieur le président de la République. Mais il y en a qui présentent Kasavubu comme un faiblard. Il a lâché prise. Et puis, comme un monsieur doux, Kasavubu, on a vendu de lui une image pas assez bonne. Et pourtant, vous dites qu'il a joué un grand rôle. Kasavubu était comment? Sa personne.
Nous, Kassavoubou était d'abord de nature taciturne. Et il aimait beaucoup observer. Parce qu'on a été même au petit séminaire de Mbataké. J'ai eu à lire, on m'a fait voir ces relevés des côtes, hein, de la première jusqu'à la dernière année gréco-latine, hein, des humanités gréco-latines. Il était, d'après même le recteur du petit séminaire de Mbataké, il dit qu'il était très doux. Doué en mathématiques et en religion? Très doux, oui. Mais doué en mathématiques, en religion, tout ce que vous voulez là. Hein. Et puis, hein, quand il n'aimait parler que quand le moment le permet. C'est ça, c'est le témoignage de l'abbé recteur. C'est ça. Mais quand à dire qu'il était un faiblard, non. C'est-à-dire qu'il avait ses bas accomplis, sa mission, il savait, c'est-à-dire qu'il a réussi sa mission, c'était aux autres de continuer. Peut-être aussi, vous... c'est les modèles d'hommes d'État que l'humanité puisse avoir. C'est facile à dire. On vous condamne également, vous qui militez pour la cause de Kassavoubou, de ne pas bien vendre Kassavoubou parce qu'elle ne connaît pas jusqu'à quelle était sa pensée politique. Oui, il faut commencer par là. Oui. La pensée politique de Foumou Kassavoubou, c'était le fédéralisme. Il voulait dans ces pays un régime fédéral, c'est-à-dire une république démocratique, une république fédéraliste et démocratique. C'est ça. C'est ça la pensée politique. Même le professeur Mongo Mabinda l'a bien dit, la pensée politique de Kassavoubou, il définit même que c'était une république fédéraliste et démocratique. Était-il réaliste en les disant, en les souhaitant? Oui, il était réaliste parce que il savait qu'avec le fédéralisme, il y a cette symbiose entre l'administré et l'administrateur. Et aujourd'hui, vous donnez raison à Kassavoubou? Oui, parce que c'est le modèle de gestion. C'est ça, le modèle. Et pourtant, à bien voir, c'est pratiquement ce que nous vivons lorsque la Constitution parle en termes d'une forte décentralisation. Ce n'est pas du pareil au même? Non, c'est la décentralisation, collègue, doit être forte décentralisation. Forte décentralisation. Alors, c'est tout le plan. Hein? On ne dit pas, nous sommes un pays militariste, mais fortement décentralisé. Non, ça non. La décentralisation pour Kassavoubou, c'est à tout le point, à tous les échelons. De la commune, c'est-à-dire du village même, jusqu'aux villes. C'est comme ça. Hein? C'est comme ça. C'est-à-dire une décentralisation financière, une autonomie financière, une autonomie administrative. Non. Parce que même, comment voulez-vous que, même par exemple, pour réaliser, construire un pont de 10 mètres, il faut que Kinshasa d'abord prenne la décision. Non, c'est pas catholique ça. Voilà, merci. Vous comprenez que M. Eloko, qui a écrit à propos de Kassavoubou, semble quand même maîtriser ce que fit ce monsieur. Mais si ça vous va, est-ce que vous pouvez nous dire où était parti Kassavoubou lors de la table ronde? On les lui reproche quand même. Hein? Jusque-là, on ne sait pas. Où était-il parti? Certaines personnes disent que c'était pratiquement un traître. Il ne disait pas la vérité à ses camarades de l'Abaco. Où était-il parti? Non, lors de la table ronde de Bruxelles, parce qu'il y a eu deux tables rondes. Il y a eu la table ronde politique et ensuite il y a eu la table ronde économique. Oui. La table ronde politique, Kassavoubou était là. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il voulait dès le départ que la Belgique puisse devoir ériger, c'est-à-dire établir un gouvernement provisoire. C'est la Belgique s'était opposée. Kassavoubou, dès la table ronde, voulait un régime fédéral au Congo, vu la d'immensité du territoire. Parce que nous sommes presque un sous-continent. Le meilleur système politique pour Kassavoubou, c'était le fédéralisme avec une faute. Pour répondre à ma question, oui. Il y en a qui disent... Alors, lors de la table ronde, il s'était un peu esclipsé pour fustiger son mécontentement. Et brusquement, ces coéquipiers de l'Abaco ont commencé même à dire n'importe quoi, que Kassavoubou est parti avec l'argent de l'Abaco, beaucoup d'histoires là. Et puis, quelques temps après, il est réapparu. Un des leaders de l'Abaco, quand Kassavoubou est réapparu et a remis l'argent qu'il détenait, on a saccagé sa maison. J'étais son nom, parce qu'il est très célèbre. Ça s'appelle ça... la sphère d'intimité familiale. Semble-t-il entretenir par moments des relations tumultueuses avec Ndjezalandou. Il y a des choses qui se rencontrent entre nous aussi. Non, ça dit que les gens racontent n'importe quoi. Mais ils étaient pour Kassavoubou déjà, la table ronde pour lui,
Hein, c'était d'abord un forum pour le devenir prochain du Congo. Mais alors, il voulait bien qu'on puisse ériger dès le départ déjà un fédéralisme vraiment du modèle américain, suisse et tout ce que vous voulez. Mais aujourd'hui, là, vous avez écrit un livre. Fournissez-vous des efforts pour que ces livres soient connus, pour qu'ils soient enseignés dans nos écoles? Oui, oui, ça c'est vrai. On fournit cet effort-là. Mais il faut aussi l'apport, aussi, le concours aussi du gouvernement. Parce que au Mayombe déjà, hein, même certaines écoles de Matadi, je peux citer par exemple le Winer, où j'ai remis un exemplaire hein, dans cette école-là, pour qu'ils puissent vulgariser ça. Nous attendons, c'est assez que qu'on puisse l'adopter comme un manuel et soubassement scolaire. C'est ça. Mais tout ça, ça dépend de l'assistance aussi du gouvernement provincial. Et si vous pouvez nous expliquer ces quelques phrases ici, nous ne pouvons passer à la vie politique de Kasavubu sans évoquer quelques faits saillants qui ont eu un impact important sur celui-ci. À la veille de l'indépendance, le concept d'indépendance fut interprété d'une manière controversée entre les Bakongo. Il y avait... Oui, parce que quand ce sont les Bakongo qui se sont levés, hein, c'est-à-dire qui se sont levés pour réclamer l'indépendance. Les autres ethnies, je me cite, hein, nous sommes dans un passé historique. Oui. Hein? Je ne suis pas contre les autres, mais nous devons avoir ce qu'on appelle, nous approprier la conscience historique, nous devons nous approprier de notre propre histoire. Quand les Bakongo, déjà en 1921, Fumu Kimba s'élève, il réclame l'indépendance. Il est taxé de tous les mots, on va l'arrêter jusqu'à les reléguer à l'est là-bas où il est mort. Et le président Kassab, en mourant d'abord, avant de mourir, il aimait une pensée que Boutanzizala nous va capter jusqu'à créer ce qu'on appelle l'association des Bakongo, c'est-à-dire la Bako. Et au fil du temps, Boutanzizala, qui est le père fondateur de la Bako, il a géré de 50 à 1954. Le 23 mars, Kassabou prend la destinée de la Bako. Le 1954, Kassabou prend la destinée de la Bako. Il va transformer l'association politique, l'association culturelle en parti politique. C'est ça le mérite. Et ces mérites-là, c'est-à-dire de l'association culturelle à un parti politique qui sera la porte-étendard. Est-ce que Kasavubu ne demandait-il pas une chose et son contraire? Parce que quelque part, vous dites que les mêmes Kasavubu qui demandaient l'indépendance immédiate, vous dites il a également demandé à la délégation d'éviter une éventuelle indépendance sans au préalable effectuer une passation de pouvoir. Cette passation de pouvoir, c'est ça que j'ai déjà évoqué. Oui, oui. Il voulait qu'on puisse déjà constituer avec la Belgique un gouvernement provisoire. Oui. C'était comme ça. Pour bien asseoir les choses, c'était comme ça. Parce que quand on réclamait déjà qu'on puisse déjà émanciper les Congolais, la Belgique s'opposait. La Belgique s'est seulement investie dans le processus de la décolonisation après l'arrivée du général de Gaulle à Brazzaville. Dans les colonies françaises, déjà, ils étaient déjà avancés parce qu'avec les politiques coloniales d'assimilation, hein, c'était déjà avancé. Mais nous autres, avec le paternalisme belge, ça nous a freinés. Hein, parlons-en quand même. Hein, les discours de Kasavubu les jours de la proclamation de l'indépendance, devant les rois Baudouin qui arrivent pour donner les pouvoirs aux Congolais, tout ça, le 30 juin. Ces discours pondérés de Kasavubu, beaucoup de gens n'ont pas apprécié. Non, c'est-à-dire que mes collègues Serge, vous êtes journalistes comme moi, vous m'invitez chez vous à dîner et vous commencez à me taguer des propos vraiment insignifiants là. Hein? On voit ce que ça fait déjà. Alors, quand un étranger vous arrive, il faut bien modérer les discours, hein? Tout ça, hein? pour qu'il vous accueille, qu'il vous accepte aussi. Mais s'il faut, par exemple, commencer à les taquiner, voilà ce que ça fait. C'est ça les discours de Kasavubu. Donc, selon vous, c'était une attitude irresponsable de la part de Kasavubu? Oui, c'était une attitude responsable et une attitude d'un bon homme d'État. Et comment interprétez-vous la division de Kasavubu avec Lumumba par après? On va voir Lumumba s'attacher au niveau des, je pense, IRSS comme ça. Et puis, Kasavubu va être soutenu par la Belgique. C'était prévisible bien avant? Oui, c'est-à-dire que c'était prévisible, pour la simple raison que Kasavubu pro-capitaliste, pro-américain, et Lumumba, hein,
était devenu. Lumumba, dès le départ, déjà, à l'époque coloniale, il était quelque part là. Il travaillait au poste dans le Kisangani là-bas, et puis à Bralima, c'est à Kinshasa là-bas. Voilà ce que ça fait. Alors, ce n'est qu'après la conférence panafricaine tenue par le président Kwame Nkrumah en tweet que Lumumba va changer de camp. Mais dès le départ, Lumumba était au service de sécurité ou des renseignements belges. C'est pour ça qu'il a eu la facilité d'avoir le visa pour le Ghana à Accra. Mais tandis que Kasavubu, qui a voulu assister à ces assises, et on a présenté un prétexte cette fois-là, qui n'était pas en conformité avec l'administration. Et aujourd'hui, là, nous célébrons le 53e anniversaire de la mort de Kasavubu avec une promesse ferme du chef de l'État demandant à ce qu'on puisse réhabiliter le mausolée de cet illustre disparu. Ça vous va droit au cœur. Le mausolée du président Kasavubu. Oui. Oui, parce que ces mausolées, moi j'étais là en 2018 et confronté à 3 têtes d'érosion. D'érosion, oui. Si on ne fait pas attention, tout sera englouti par l'érosion. Alors il fallait qu'on puisse d'abord lutter contre ces 3 têtes d'érosion et pour pérenniser ces... C'est également un site touristique, hein, parce que quand vous y allez, on voit la chambre de Kasavubu est là, oui. Ses chaises, son lit, oui. C'est tout de même fantastique. Oui. Voilà, mais qu'est-ce qui est prévu? Vous avez chanté Kasavubu tout au long de notre émission, ça ne suffit pas, hein. Il y en a qui ne suivent pas la télévision. Pensez-vous aller au-delà de cette émission? Non, mais ça dit que au-delà, c'est... L'implication de la province. Oui. Qu'est-ce qui est fait? Bon, la province, je ne sais pas, parce que jusque-là, croyez-moi, nous sommes les Kasavubistes. Moi et Mouda, le notable de Tchela, les grands notables de Tchela, Mouda Souni Bazaba, que j'ai sali en passant, nous avons écrit toute une lettre depuis le 19 février. Auprès de qui? Auprès du gouverneur de province. Depuis le 19 février 2022, annonçant l'événement prochain, c'est-à-dire le 53e anniversaire de la mort du président Kasavubu. Et on a adressé la lettre au gouverneur de province, on a réservé copie au ministre provincial des Finances et du Budget. Brusquement, on nous apprendra que non, les gens sont partis à signer. Nous qui avons signé la lettre, moi et Boudacholi Bazaba, nous sommes relégués dans les oubliettes. Mais c'est pas mauvais, non? Néanmoins, c'est pas catholique. C'est pas catholique. Mais pour vous, vous devez être là. Oui, on devait être là parce que je devais aussi saisir cette opportunité. Je suis Kassavoubiste et je devais aussi saisir cette opportunité-là. J'ai rappelé, parce que les politiciens ont beaucoup de choses en tête. Mais quand vous sautez premier pour rappeler, il doit quand même se passer à vous, dans ce sens que non. Ne fût-ce que. Parce qu'on a demandé à ce qu'on puisse faire l'impression de paille contenant l'effigie du président Kasavubu, parce que Boutanza Osolo qui éditait ça, qui faisait ce travail-là, il ne le fait plus. Hein? Les gens ont besoin quand même d'avoir quand même un paille là avec Kasavubu. Ça fait longtemps. Et on a sollicité qu'on ait des tricots, des t-shirts de Kasavubu avec l'effigie du président Kasavubu, des masques avec l'effigie du président Kasavubu. Et puis on a sollicité qu'il y ait des banderoles dans tous les 4 points de la ville de Matadi, hein, et les autres villes de la province. Voilà ce que ça fait. Et brusquement, l'événement s'y nous retenons tout de même que cette mort, cette date sera célébrée en province, mais sans vous. Oui, c'est-à-dire en province sans nous, mais ce sera même regrettable. Voilà, en guise de dernier mot, bon, c'est pas pour le dernier mot, dites-nous un peu, messieurs Lok, il ne faut pas trop bouger la table. Vous êtes chef coutumier. Nous, à l'époque, chef coutumier voulait dire être sorcier. Quel est votre vrai rôle dans la société? Parce que vous y tenez depuis un certain moment. Les chefs coutumiers, collègues, c'est le gardien de la tradition. Les chefs coutumiers, c'est l'église au milieu du village. Les chefs coutumiers, c'est quand même quelqu'un qui est là au service de la nation. Il collabore avec les autorités et quand ça ne va pas, quand ces sujets
ont des problèmes, ils dénoncent certaines choses. C'est ça. On dit également que ce sont des vendeurs de terre. Les vendeurs de terre, non. Les vendeurs de terre. C'est-à-dire que les vendeurs de terre, la terre appartient aux ayants droit coutumiers. Ce n'est qu'après que le gouvernement congolais a instauré la loi Bakajika. Mais c'est au fond, la terre, quand vous êtes investisseur, vous venez. Vous devez venir vous associer, c'est-à-dire poser votre problème d'octroi des terres et les chefs coutumiers vont apprécier. Voilà, en guise de démo, un petit message à la jeunesse congolaise, celle surtout qui ignore encore Kasavubu jusqu'à là. Oui, c'est-à-dire que à la jeunesse congolaise, nous leur demandons, s'ils veulent faire la politique, il faut s'imprégner comme modèle la politique Kasavubu. Kasavubu, c'est le père de la bonne gouvernance, le père de la démocratie. Et Kasavubu, c'est comme l'a toujours dit mon aîné René Simba, qui disait que Kasavubu, c'est ce passé qui interpelle le présent. Ça, c'est René Simba, je dois le dire. Et Kasavubu, c'est vraiment le père de la démocratie dans ces pays. Voilà, merci. Vous avez compris que c'est la fin de notre rendez-vous d'aujourd'hui avec M. Alphonse Lokotsumbo, qui est écrivain, journaliste, mais également un analyste. Vous l'avez vu coiffé en chef coutumier. Il est aussi devenu. Avec lui, il était question qu'on parle de la mort, de la célébration du 23e anniversaire de la mort du président Kasavubu, 53e anniversaire donc. Et là, je pense que tout a été retenu. Dans l'espoir de vous retrouver dans nos prochaines productions, nous vous disons un grand merci, mais également un grand merci à tous les Kasavubistes. On se retrouve très prochainement et merci beaucoup à celui qui nous a réalisé. Lui, c'est Jean-C Kisoka. Nous pensons également à Mayu Bangoma et à Dieu Levin Songo, qui tend également à devenir chef coutumier chez lui là-bas à Boulanako. À Boulanako, voilà. Au revoir. Nini nzambe asalanga iboye alembi mama apotanga alobaka boye mwana ndima tolina kopesa motema bosembo na baninga bakosalisa yo na ntango ya pasi mwana yo katoli Nzamba ponelanga nakoki kodika te